Bonjour. Dans ce quatrième épisode, vous allez découvrir comment les plans de la Gaule ne se sont pas déroulés comme prévu. Des alliances venues de nulle part, des guerres inattendues, un adversaire faible qui ne vivra que pour se venger, et des nations qui n'auront rien demandé, mais qui devront malgré tout prendre les armes. Des navires de guerre sortent de tous les ports de la Gaule et se dirigent vers leurs deux premiers objectifs. Attaquer les villes en même temps empêchera les Maoris de contre-attaquer. L'adversaire est faible, pauvre et sans vêtements. Les canons sont chargés et les soldats prêts. Tous les feux sont au vert. En 1852, la guerre est déclarée. À ce moment-là, un détail est passé sous le nez de la Gaule. La Nubie est en alliance avec les Maoris, mais aussi avec la Gaule. Elle ne va pas prendre parti, ce qui est logique. Elle va donc observer un de ses alliés se faire ouvrir. Et pendant ce temps, une armée de bouddhistes se livre bataille contre des orthodoxes sur le territoire gaulois. Les premiers coups de canon retentissent à l'horizon. Comme prévu, les Maoris n'ont aucune armée, mais leurs défenses sont très solides. Cela va mettre du temps, mais les renforts sont déjà en route. Les Maoris se défendent tant bien que mal à l'aide de leurs flèches et de leurs cavaliers, mais ne seront jamais pris au sérieux par la Gaule, qui, elle, construit encore et toujours d'autres merveilles mondiales, telles que la Tour Eiffel, en 1856. 10 ans plus tard, beaucoup de choses se passent. La Gaule change de gouvernement pour adopter le fascisme. Les renforts arrivent à Kawia. Les Incas s'allient à la Gaule et rejoignent donc le conflit, tandis qu'elle refuse celle des Khmers, car cela voudrait dire que la Gaule entrerait en guerre contre l'Arabie et l'Angleterre, et grâce au jeu des alliances, la guerre serait mondiale. Les Maoris demandent de faire la paix en échange d'absolument tout, même de leurs femmes, mais ne céderont aucune de leurs villes. L'offre est donc refusée, et c'est finalement en 1874 que les deux villes tombent la même journée. La paix sera signée juste après, car les Maoris ne méritent pas l'extermination. La Gaule prendra la totalité de la fortune maori, ainsi que de tous leurs biens, et les forcera à rompre leur alliance avec la Nubie. La première étape du plan d'invasion gauloise est maintenant achevée, et pour célébrer cette victoire, un stade est fondé, avec comme poteau de but des prisonniers maoris. Vilnius est maintenant la prochaine cible de la Gaule. Cette cité-état ne représente aucun danger, mais celle-ci pourrait donner énormément d'informations à son suzerain, et cela pourrait compromettre les plans de la Gaule. Elle ne résistera que 1 an face au bombardement gaulois. Le contrôle de l'Australie est maintenant total. En 1890, le monde entre dans une ère atomique, et sans surprise, c'est un nouvel âge d'or pour la Gaule qui en profite donc pour changer d'engagement. Et qui aura pour nom Vacances de rêve. Le but étant d'exposer sa culture sur les habitants des autres nations et de faire en sorte qu'elles se révoltent dans le but de rejoindre la Gaule. Cela permettra d'épargner énormément de civils dans les conflits futurs envisagés par Ambiorix. Bien entendu, tout ça c'est sur le papier, car une nation en guerre n'attire pas les touristes, mais cela réduira au moins l'usure de guerre et les potentielles manifestations pacifiques. En attendant, l'armée est envoyée à l'avant-poste militaire où elle va rester stationnée en attendant les ordres et le top départ pour l'invasion de l'Amérique. En 1896, Ambiorix donne l'ordre à ses troupes de s'avancer jusqu'aux côtes américaines et de montrer leur cul dans le but de provoquer leur adversaire pour que ce soit eux qui déclarent la guerre en premier. Cette fois-ci, la Gaule dispose de bombardiers qui rejoignent immédiatement les porte-avions. Il aura fallu 5 ans à la marine gauloise pour traverser les océans, mais cette fois-ci, elle est prête. Cette même année, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour la Gaule. Ambiorix se rend compte que son armée est en train de menacer son allié Inca. Voilà pourquoi aucune armée n'est présente pour protéger la ville, et pourquoi personne n'a réagi face à la marine gauloise en train de twerker à la frontière. De retour sur le continent gaulois, les Maoris s'allient à l'Allemagne pour déclarer la guerre à la Gaule. Ils ont parfaitement choisi le moment car l'armée n'est plus là,
Mais heureusement, la Gaule peut compter sur son allié pour le protéger. D'autant plus que les Khmers rejoignent le conflit dans le but de protéger la Gaule. Cela est surprenant car les Khmers ne sont pas alliés à la Gaule. Face à cette action inattendue, Ambiorix demandera lui-même une alliance avec eux en 1903. La Gaule possède donc maintenant un allié sur chaque continent. La Nubie, qui possède des terres en Afrique, les Incas en Amérique, et les Khmers en Europe. Mais l'inévitable se produit en 1905, l'Angleterre et la Norvège déclarent à leur tour la guerre à la Gaule. Le plan reste inchangé, l'invasion de l'Amérique commence, Ambiorix emporte dans le conflit les deux nations encore en paix à ce jour. En 1907, la Première Guerre mondiale commence. D'un côté, nous avons la Gaule, bien entendu, la Nubie, les Khmers, les Incas et l'Arabie. Face à la Pologne, les Sumériens, l'Angleterre, l'Allemagne, la Norvège et les Maoris, même si eux ne comptent pas car écrasés quelques années plus tôt. Sans surprise, c'est la Gaule qui attaquera en premier. En seulement 2 semaines, les premières villes tombent face aux bombardements. Aucune résistance ne sera notée dans les rapports. On dirait que les habitants polonais attendaient d'être libérés, d'être secourus par la Gaule afin de connaître le vrai bonheur et la tranquillité. Les villes polonaises tombent comme des petits pains, et de timides contre-attaques se font remarquer dans les villes gauloises, notamment à Bakakum Nervorium, où ces quartiers résidentiels se font saboter une nouvelle fois.